Alors, je reprends l'enregistrement de cette quatrième séquence dans laquelle on va parler des groupes sanguins et puis de phénomène de l'hématopoïèse. Alors, la détermination des groupes sanguins, vous savez très bien, on en a déjà parlé de la présence au niveau de la membrane des globules rouges des antigènes qui déterminent l'appartenance à un type de groupe sanguin. Donc la surface des érythrocytes contient des antigènes déterminés génétiquement appelés agglutinogènes qui déterminent les groupes sanguins. On peut donc détecter au moins 14 systèmes de groupes sanguins et plus de 100 antigènes de surface des érythrocytes. Nous retenons pour cette partie du cours les principaux systèmes qui sont donc connus, usuels, le système ABO et le système Rhesus. Alors dans le système ABO, les antigènes présents sur les globules rouges au niveau donc de leur membrane s'appellent des agglutinogènes. Alors chaque humain est caractérisé par la présence ou l'absence d'agglutinogènes sur ces globules rouges. Quand je dis globules rouges, c'est-à-dire au niveau de la membrane du globule rouge. Il y a deux types d'agglutinogènes qui peuvent donc être présents dans le système ABO ou absents sur nos globules rouges. Il y a l'agglutinogène grand A et l'agglutinogène grand B. Et leur présence détermine donc le type de groupe sanguin. De plus, chaque individu possède dans son plasma, je dis bien le plasma cette fois-ci, des protéines de type globuline appelées agglutinines. Alors ces agglutinines sont des protéines qui ont une complémentarité chimique spécifique aux agglutinogènes. C'est comme si c'est des anticorps dirigés contre des antigènes qui sont les agglutinogènes. Donc les agglutinogènes, on peut les appeler antigènes de surface. Et les agglutinines, ce sont des anticorps spécifiques aux antigènes. Ainsi, nous pouvons retrouver des agglutinines petit a spécifiques à l'agglutinogène grand A et des agglutinines B spécifiques à l'agglutinogène grand B. Alors, lorsque des agglutinines se retrouvent en présence de leur agglutinogène spécifique, ils se forment des amas de globules rouges attachés les uns aux autres. On appelle ce phénomène l'agglutination des globules rouges. Donc la présence d'agglutinogène et du même agglutinogène et d'agglutinine spécifique va donc faire que les globules rouges vont s'agréger et s'accrocher les unes contre les autres pour former ce qu'on appelle un phénomène d'agglutination. Ces amas peuvent alors bloquer la circulation du sang à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Ils se forment dans ce dernier. Lorsqu'ils se forment dans ce dernier-là. On peut donc comprendre qu'un individu du groupe A, par exemple, ne doit pas avoir dans son plasma des agglutinines petit a. Autrement, il va y avoir agglutination. Donc, si on veut schématiser sur ce tableau donc les différents types de groupes sanguins, vous avez ainsi selon donc que le globule rouge porte l'antigène ou l'agglutinogène grand A ou grand B, ou A et B, ou ne porte aucune agglutinogène, on est respectivement soit du groupe A, soit du groupe B, soit du groupe AB ou du groupe O. Alors par exemple, le groupe A présente sur la membrane du globule rouge des agglutinogènes grand A, les antigènes. Et dans le plasma de ce sang-là, de cette personne, on trouve l'antigène B. Pour le groupe B, il y a la présence d'antigène B et dans le plasma, il y a l'anti-A. Pour le groupe AB, il y a la présence d'antigène B et d'antigène A, mais dans le plasma, il n'y a pas d'anticorps, d'agglutinine. Le groupe 0, il n'a pas au niveau de la surface de la membrane de son globule rouge ni A ni B, ni d'antigène A ni d'antigène B, mais dans son sérum, on trouve la présence des anticorps anti-A et anti-B. D'où donc le sang du groupe O ne peut être transfusé à des personnes du groupe A ou du groupe B ou du groupe AB. Donc il ne peut donc transfuser
que pour les personnes O. Mais par contre, il peut recevoir. Non, il ne peut pas recevoir non plus. Voilà. Donc, et pour déterminer lors d'une transfusion sanguine, il faut donc éviter à tout prix de faire agglutiner le sang du donneur. C'est pourquoi il faut donc toujours tenir compte des agglutinogènes du donneur par rapport aux agglutinines du receveur. Donc s'il y a des agglutinogènes du donneur qu'on ne connaît pas, il risque donc d'être agglutiné par le sang du receveur. Comment on fait donc pour déterminer le groupe sanguin? C'est très simple, on prend une lame sur laquelle on met donc une goutte de sang, quelques gouttes de sang, et puis on ajoute soit l'anticorps A, soit l'anticorps B. Alors, un sang du groupe A présentera un agrégat avec les anti-A et rien avec les anti-B, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on ajoute l'anti-A, il y a des agglutinations. Donc les globules qui s'accrochent les unes contre les autres à cause de la présence d'anticorps. Mais pas pour le B. Donc cette personne est du groupe A. Alors lorsqu'on ajoute anti-A et anti-B et qu'il y a une agglutination pour B, ça veut dire qu'on est donc du groupe B. Du sang donc du groupe B présentera un agrégat avec l'anti-B et rien avec l'anti-A comme vous pouvez le voir. Mais lorsqu'il y a une agglutination aussi bien pour le A que pour le B, ça veut dire qu'on est AB. Quand il n'y en a pas, ça veut dire que vous êtes O. Alors pour le système Régis, c'est ce qui correspond au système donc Régis. Il est formé d'un groupe d'antigènes portés aussi à la surface des globules rouges. On dit que quelqu'un est de Rhésus plus s'il possède l'antigène Rhésus plus sur ses globules rouges. Et il est Rhésus moins s'il ne possède pas l'antigène Rhésus sur ses globules rouges. Normalement, il n'y a pas d'anticorps anti-Rhésus dans le sang, sauf dans le cas d'une mère Rhésus moins qui a eu un enfant Rhésus plus ou dans le cas d'un individu Rhésus moins qui a reçu une transfusion du sang Rhésus plus. Alors je m'explique. Si une femme Rhésus moins se marie avec un homme Rhésus plus, alors il va développer des anticorps anti-Rhésus plus. Donc pour la première grossesse, il n'y aura pas de problème. Mais pour une deuxième grossesse, la femme, il aura donc son sang, des anti-Rhésus, donc il va s'attaquer donc à l'embryon et au fœtus. Il faut donc éviter de donner du sang porteur de l'antigène Rhésus plus à un individu qui ne l'a pas, car l'organisme de ce dernier réagira en fabriquant des anticorps anti-Rhésus. Alors ces anticorps ne causent pas de dommages immédiatement, mais lors d'un deuxième contact avec l'antigène, il provoquera une agglutination des globules rouges, pouvant ainsi causer des dommages importants. Passons donc à l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, donc, c'est un ensemble des phénomènes par lesquels se forment des cellules sanguines. À l'état normal, c'est les phénomènes qui assurent donc le renouvellement continu et régulier des cellules qui ont vieilli et le remplacement de celles qui sont détruites. Il assure donc une production quantitativement très importante chaque jour. Chaque jour, il y a environ 10 à la puissance 13 cellules sanguines. À peu près 2 millions d'hématies qui sont produits par seconde. Cette considérable activité de production est assurée par une petite population de cellules de la moelle osseuse appelées cellules souches hématopoïétiques. Donc, vous savez très bien que les globules rouges, on a vu qu'ils ont une durée de vie 120. Les globules blancs, ils ont une durée de vie de 2 à 4 heures. Donc, notre organisme a besoin de renouveler son stock et sa production des cellules qui sont épuisées ou bien utilisées. Alors, ceci se fait grâce à l'hématopoïèse, mais se fait à partir d'une seule cellule, appelée cellule souche identique. Mais ce qui va se passer, c'est que cette cellule va emprunter
des voies qui vont lui permettre de se différencier, soit en globules rouges, soit en globules blancs, en différents types de globules blancs, soit en plaquettes. Mais qui est-ce qui va donc pousser la cellule à se différencier vers une voie ou une autre? C'est donc des facteurs de croissance différents. Donc en fonction des besoins de l'organisme, il va y avoir donc une sécrétion, une libération d'un facteur de croissance qui va donc stimuler la cellule souche, qui va donc déclencher des phénomènes de division, de différenciation et d'amplification et ensuite de maturation pour aboutir à des cellules sanguines fonctionnelles et matures. Et tout ça donc à la suite de mitoses successives. Mais au fur et à mesure qu'il y a donc ces mitoses, au fur et à mesure qu'il y a donc la différenciation et la maturation pour donner une cellule finale mature qui est différente des autres. Et ceci, comme j'ai dit, grâce à la sécrétion et la libération de facteurs de croissance spécifiques et différents d'une voie par rapport à une autre. Alors, lorsque c'est la voie de la synthèse des globules rouges qui est synthétisée, on peut parler donc d'érythropoïèse. Lorsque c'est le polynucléaire, on parle de granulopoïèse. On peut parler de monopoïèse, la synthèse des monocytes, lymphopoïèse, la synthèse des lymphocytes, et puis la mégapoïèse, la synthèse des plaquettes. Alors, les étapes de l'hématopoïèse, ce sont donc la différenciation, qui correspond donc à des mécanismes par lesquels les cellules d'abord semblables s'acquièrent des propriétés différentes, irréversibles. Donc quand on dit différenciation, c'est lorsqu'une cellule devient différente de l'autre. Quand il y a une division, suite à une division, la division cellulaire donne deux cellules identiques. Mais au fur et à mesure des divisions successives, et au fur et à mesure de l'effet de l'action de ces facteurs de croissance, ces cellules, en se divisant, ils se différencient pour donner de cellules différentes et irréversibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas redonner la cellule initiale. Ceci s'applique surtout aux cellules souches qui se différencient en plusieurs cellules dites engagées, qui deviennent des progéniteurs. Donc la cellule souche, une fois qu'elle commence à se diviser suite au facteur de croissance, il va donner un progéniteur. Donc le progéniteur, c'est une cellule souche engagée dans la différenciation ou dans l'évolution pour donner un type de cellule sanguine. Il y a ensuite l'amplification. On amplifie un phénomène, on l'agrandit, on le multiplie. L'amplification, le fait qu'une cellule souche déterminée se divise pour donner deux cellules filles. Dans la lignée, par exemple, érythrocytaire, les proérythroblastes, donc c'est les cellules qui vont, le précurseur des globules rouges, donnent théoriquement 16 érythrocytes. Ça, on va le voir un schéma à la fin. C'est-à-dire, partant d'une cellule jeune, il va subir donc plusieurs divisions avant d'arriver à donner l'érythrocyte. Donc, une seule cellule proérythroblaste va se diviser 4 ou 5 fois pour donner donc 16 érythrocytes. Et ensuite, la dernière étape, c'est la maturation. Donc, c'est l'ensemble des phénomènes qui, à partir d'une cellule initiale différenciée, assure la formation de cellules adultes possédant donc des qualités et des fonctions spécifiques. Donc je récapitule, plusieurs divisions successives, où au fur et à mesure de la division, donc qui dit division, des multiplications, amplification du nombre, donc au fur et à mesure qu'il y a donc les divisions, il y a les différenciations, et à la fin il y a maturation, c'est-à-dire l'arrivée à l'état adulte fonctionnel et spécifique de chaque type de cellules ou de globules blancs. Alors, les sièges de l'hématopoïèse, où se déroule l'hématopoïèse? Alors, l'hématopoïèse, au cours de la vie embryonnaire et du fœtus, la production des cellules s'effectue à divers endroits. D'abord dans le sac vitellin, dans la rate, le thymus, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse à partir du 4e mois. Donc, pourquoi? Parce qu'au début de la vie embryonnaire, c'est le sac vitellin qui est présent. Donc, c'est lui qui est le siège donc, de la synthèse des globules rouges. Ensuite, suite à la formation de la rate, c'est la rate qui prend le relais, le thymus, les ganglions, et puis la moelle osseuse à partir du 4 mois, comme on va voir sur un schéma à la fin de ce diaporama. Donc, après la naissance,
Après la naissance, l'hématopoïèse normale est localisée exclusivement dans la moelle osseuse. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, tous les os ont une activité hématopoïétique. Ensuite, cette activité va progressivement se limiter au niveau des os courts et petits. Les sternum, les côtes, les vertèbres et l'os iliaque. Donc depuis la naissance, c'est la moelle osseuse qui est responsable de la synthèse. Mais c'est surtout la moelle osseuse qui se trouve au niveau des os courts, tels que le sternum, les côtes et les vertèbres qui produisent donc les globules, les éléments figurés du sang. Alors les compartiments de l'hématopoïèse, c'est-à-dire les différentes étapes de formation des globules blancs. Alors toutes les cellules sanguines sont produites à partir d'une cellule différenciée, dite cellule souche, indifférenciée, donc je disais cellule indifférenciée, dite cellule souche totipotente ou cellule souche primitive, identique. Alors sous l'influence, comme j'ai dit, de facteurs stimulants, une cellule souche va s'engager dans la différenciation d'une lignée cellulaire. Il devient alors un progéniteur. Donc un progéniteur, c'est une cellule souche différenciée ou engagée, suite à l'action de facteurs de croissance. Après plusieurs divisions, potentialisation et différenciation, le progéniteur devient donc spécifique d'une lignée cellulaire et on aboutit alors à un précurseur. Donc la cellule souche va suivre plusieurs divisions. Dès qu'il est engagé, il s'appelle donc pour donner donc un progéniteur. Et le progéniteur, il va suivre plusieurs divisions avec des différenciations pour se transformer en précurseur de lignée. Alors ces précurseurs se divisent et maturent. La maturation terminale aboutit donc aux cellules matures qui passent dans le sang. L'hématopoïèse comporte donc 4 compartiments qui sont les cellules souches, les progéniteurs, les précurseurs et les cellules matures. Et là, c'était une question d'examen, je crois, il y a 2 ans. J'avais demandé juste de citer les différents compartiments de l'hématopoïèse. Il faut très bien, comme moi, savoir qu'il y a donc 4 compartiments. La cellule souche qui va se diviser, et une fois qu'il est engagé, il prend le nom de progéniteur, qui va donc suivre des différenciations, des multiplications, des différenciations. Au fur et à mesure qu'il y a division, il y a différenciation pour donner les progéniteurs, qui va donc également évoluer et devient mature pour donner la cellule souche, la cellule sanguine mature, fonctionnelle, différente par rapport aux autres. Alors la localisation de l'hématopoïèse, comme j'ai dit, donc au début donc de la fécondation, il y a le sac vitellin qui est responsable de la synthèse, mais au fur et à mesure qu'il y a formation avec ça, c'est le temps de gestation. La période de grossesse, premier mois, deuxième, troisième, ainsi de suite. À partir du deuxième mois, le foie commence à se former, il prend la relais par rapport au sac vitellin. Ensuite, deuxième mois, vient la rate, on trouve le foie et la rate qui produisent, mais à partir du quatrième mois, apparition de la moelle osseuse qui prend le relais, au dépend donc du foie et de la rate. Mais à la naissance, c'est surtout la moelle osseuse qui prend le relais de la synthèse ou de l'hématopoïèse. Alors, je rappelle donc ce que c'est que les progéniteurs. C'est donc la première différenciation du sinus potence après sa mise en cycle se fait vers la lignée lymphoïde ou la lignée myéloïde. Donc, le progéniteur, dès qu'il entame donc son évolution, il va vers la lignée lymphoïde ou myéloïde, c'est-à-dire la lignée qui va achever sa maturation au niveau de la moelle osseuse ou bien au niveau du thymus pour donner donc soit les lymphocytes, soit B ou T, soit les monocytes et les autres polynucléaires, isonéphiles, basophiles, neutrophiles. Alors les précurseurs, donc les progéniteurs au fur et à mesure de leur avancement dans la différenciation, perdent leur capacité d'auto-renouvellement. Donc une cellule, quand il se multiplie, il va s'auto-renouveler. Mais au fur et à mesure qu'il se divise, il va se différencier, donc il va donner des cellules différentes. Et acquiert donc des marqueurs immunologiques et évolue en précurseurs. Alors, précurseurs hématopoïétiques qui sont les premières cellules morphologiquement identifiables de chaque lignée.
Alors un précurseur peut donc donner jusqu'à 32 cellules filles. Donc les précurseurs, ce sont des cellules déjà différenciées par rapport aux progéniteurs. Et on peut donc avoir des précurseurs d'hématies qu'on appelle proérythroblastes, des précurseurs des plaquettes, des précurseurs de lymphocytes et des précurseurs de monocytes, appelés donc proérythroblastes, mégacaryoblastes, lymphoblastes et monoblastes. Ce sont des cellules donc différentes et reconnaissables. Le compartiment du précurseur a pour donc but la multiplication et la maturation cellulaire. Les précurseurs les plus immatures sont des myoblastes localisés dans la moelle osseuse. Alors, comme j'ai dit au début, donc ce qui va donc pousser la cellule souche à se différencier vers un type de cellule ou un autre, ce sont donc les facteurs de régulation qu'on appelle les facteurs de régulation de l'hématopoïèse. Donc, 3 éléments jouent un rôle important pour obtenir donc une hématopoïèse correcte. Le premier, c'est le micro-environnement médulaire. Donc au niveau de la moelle osseuse, il y a donc des sécrétions et des matières extracellulaires et des facteurs de croissance qui sont nécessaires à l'hématopoïèse. Ils doivent exister au niveau de la moelle. Alors il y a aussi les vitamines, les oligo-éléments sont également indispensables. En plus, c'est donc comme vitamine, la vitamine B12, l'acide folique et le fer sont indispensables donc à l'hématopoïèse. Il y a des facteurs de croissance qui sont nécessaires à la survie, à la multiplication, à la différenciation et à la maturation des cellules. Donc on a besoin de matière, mais on a besoin de facteurs qui vont stimuler l'évolution de la cellule vers un type ou un autre cellulaire. Alors, exemple de facteurs de croissance, pour l'érythropoïèse, il s'agit donc d'une hormone appelée érythropoïétine. C'est une hormone qui est synthétisée par les reins, mais aussi dans une moindre mesure par le foie. Il stimule la prolifération des précurseurs des érythrocytes. Donc quand il y a une diminution de la pression partielle d'oxygène par exemple, ça va déclencher des mécanismes de régulation qui vont stimuler la synthèse ou la libération de l'érythropoïétine par les reins ou par le foie, qui va donc vers un effecteur, qui est donc le précurseur, qui est donc la cellule souche, pour donc déclencher sa différenciation pour aller vers un précurseur de l'érythrocyte. Il y a aussi la thrombopoïétine, qui stimule la formation des thrombocytes ou plaquettes. Donc, il faut au moins retenir ces deux noms, l'érythropoïétine et la thrombopoïétine, comme facteur de stimulation de la thrombopoïèse ou bien l'érythropoïèse. En outre, plusieurs sortes de cytokines règlent l'hématopoïèse de différents types de cellules sanguines. Ce sont de petites glucoprotéines qui produisent les cellules de la moelle, osseuse rouges, les leucocytes, les macrophages et les fibroblastes. Les cytokines qui stimulent donc la formation des cellules sanguines se divisent en deux grandes familles. Donc si vous voulez, ces cytokines, ils sont produites par les cellules sanguines elles-mêmes. Donc les cellules sanguines peuvent donc libérer des facteurs de croissance qui vont stimuler leur synthèse. Alors les cytokines qui stimulent la formation des cellules sanguines se divisent donc en deux grandes familles. Il y a les facteurs de stimulation de colonies, appelés CSF, et les interleukines. Et vous avez des exemples dans ce tableau-là. Vous avez par exemple l'interleukine 3 qui stimule les cellules souches hématopoïétiques et les précurseurs des eosinophiles, des neutrophiles, des basophiles et des monocytes et des plaquettes. Vous avez le facteur de stimulation de colonies SCF des granulocytes, macrophages, GMCSF, qui stimule donc le développement des érythrocytes, des plaquettes
des granulocytes. Eosinophiles, neutrophiles et basophiles et aussi des monocytes. Donc vous avez des exemples, vous avez l'interleukine 5 qui stimule le développement des ionisophiles, l'interleukine 7 qui stimule le développement des lymphocytes. Donc en fonction de facteurs de croissance libérés, la cellule souche va évoluer vers un type donné de cellules sanguines. Là je reviens donc à la régulation par l'érythropoïétine de l'érythropoïèse. Donc lorsque la concentration sanguine en oxygène diminue, ceci va stimuler l'époxy, donc cette diminution de la quantité d'oxygène transportée par le sang va causer par soit la diminution du nombre des érythrocytes, soit par la diminution de la quantité d'hémoglobine, soit par la diminution de la disponibilité de l'oxygène. Autrement dit, les cellules reçoivent moins d'oxygène pour différentes raisons. Donc ceci va être détecté par les chémorécepteurs, le message est envoyé au cerveau et ensuite au rein qui va donc provoquer la libération, il va être stimulé pour provoquer la libération de l'érythropoïétine par les reins et accessoirement par le foie. Alors cette érythropoïétine va donc stimuler la moelle osseuse rouge par l'érythropoïétine. Et ceci va donc augmenter, on va avoir une augmentation de l'érythropoïèse entraînant une augmentation du nombre d'érythrocytes, donc pour récompenser la perte, le manque d'oxygène, donc ça va rétablir l'oxygène à sa valeur sanguine, à sa valeur normale. Donc déclenchement, une variation déclenche des mécanismes de régulation qui font appel à un effecteur, deux effecteurs, les reins pour libérer l'érythropoïétine et puis la moelle osseuse pour simuler la synthèse des globules rouges. Alors, pour que vous ayez une idée sur les différentes phases donc, de l'érythropoïèse, vous avez donc à partir de la cellule souche engagée, va donner donc le précurseur appelé proérythroblaste. Et la différenciation, les différentes phases de division, de multiplication et de différenciation qui vont donc aboutir finalement à un réticulocyte qui va donc libérer son contenu cytoplasmique, son noyau et ses organismes cytoplasmiques pour donner donc l'érythrocyte. Vous avez donc là aussi des facteurs de croissance hématopoïétique correspondant à des hormones de l'hématopoïèse. On distingue donc les facteurs agissant donc sur la formation des macrophages, la formation du granulocyte macrophage, globules rouges, plaquettes. Donc vous avez différents types il faut retenir en main l'érythropoïétine, la thrombopoïétine pour donc la formation du globule rouge et la formation des plaquettes. Donc ils sont libérés soit par le foie, soit par les reins, soit par les fibrinogènes, soit par les cellules sanguines elles-mêmes. Donc en fonction de ces facteurs de croissance, il va y avoir donc différenciation de la cellule souche au niveau de la moelle osseuse vers un type cellulaire ou un autre. Donc pour vous situer, progéniteur ce côté moelle, c'est une cellule qui est indifférenciable, il est identique, mais au fur et à mesure qu'il se divise, il va donc évoluer en précurseurs qui sont donc des cellules différentes, mais identifiables. Une fois que donc les cellules sont synthétisées, ils vont donc passer, suite à leur différenciation, au sang. Donc l'étape de formation, de division, de maturation et d'amplification se fait au niveau de la moelle. Ensuite, donc ils vont sortir du sang par le mécanisme qu'on appelle la diapélèse, et en migrant sur les tissus et en se déplaçant par des mouvements arboïdes, ils vont donc s'attaquer au corps étranger. Vous avez donc l'exemple là aussi de cellules souches qui se différencient dès qu'ils commencent à se diviser, donc ils se transforment en progéniteurs qui sont identiques, mais ensuite ils vont se différencier en précurseurs
précurseurs de différentes lignées cellulaires. Vous avez la lignée érythrocytaire, la lignée thrombocytaire, la lignée des lymphocytes, monocytes et lymphocytes, et puis eosinophiles, basophiles, et ainsi de suite. Alors l'exemple de la multiplication des précurseurs, un seul précurseur érythropoïétique qui va donner à la fin 16. Donc il y a combien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc à partir d'une seule cellule subit donc 5 divisions pour donner 16 globules rouges en finale matures et fonctionnels. Donc la cellule souche, suite au facteur de croissance cellulaire, il va être engagé, mais s'il n'y a pas ce facteur-là, il va s'auto-renouveler. Mais dès qu'il y a le facteur de croissance, donc, il va se différencier en progéniteur et ensuite en précurseur. Alors ce progéniteur, il va donc soit suivre la lignée lymphoïde, soit la lignée myéloïde. Ce sont donc les premières étapes de différenciation. Donc ici, il va suivre sa maturation au niveau du thymus, au niveau de la moelle épinière. Alors dans le cas du progéniteur myéloïde commun, il va donc en fonction des facteurs de croissance que vous voyez différents, va évoluer. Vous avez un facteur de croissance mixte, mais après, ils vont se différencier pour aboutir aux différents types cellulaires. Bien sûr, dans un environnement médulaire qui doit être bien enrichi de matière dont on a besoin pour la différenciation et la multiplication, surtout pour la division. Vous avez donc la cellule souche qui se trouve au niveau de la moelle, qui se transforme en progéniteur, et puis en précurseur qui va donc donner les cellules matures. Pour la lignée lymphoïde, donc celles-ci vont donc finir sa maturation au niveau du thymus pour donner les lymphocytes T, les lymphocytes B. Vous avez donc un schéma récapitulatif des différentes étapes de l'érythropoïèse avec les différentes phases de cellules souches, progéniteurs, précurseurs, différenciation et cellules matures qui va passer dans le sang. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite donc bon courage. Vous avez l'autorisation et la possibilité de me contacter pour m'envoyer vos questions par message sur WhatsApp. Vous avez donc ce numéro-là. Et ce serait préférable de créer par exemple des groupes. Comme ça, je répondrai à vos différentes questions et j'essayerai même en fonction de vos questions de vous organiser des séances de TD, travaux dirigés. J'espère que d'ici là, le confinement sera levé. Je vous souhaite donc bon courage et je suis prêt à répondre à vos questions amicalement.